Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Maude. Bonjour Fleur. Et bienvenue pour ce deuxième club des pilotes de la fonction publique en DSN. Bienvenue dans cette session de niveau intermédiaire en DSN qui a pour objet comment bien déclarer ses agents en DSN. Nous avons avec nous également la Caisse des dépôts, représentée par Daniel Angelot et Étienne André. Et nous allons peut-être vous faire un petit préambule sur comment va se dérouler la séance, si cela vous convient. Nous avons donc deux parties quelque part dans cette session, c'est-à-dire une première partie de présentation, on va dire une quinzaine de minutes, histoire de présenter les grands principes sur le sujet, puis nous aurons une bonne quinzaine de minutes de manière à échanger ensemble sur ces sujets et à répondre à vos questions dans la mesure du possible, bien sûr. Sachez que sur la droite de votre écran, normalement, vous avez un onglet chat qui vous permettra de nous faire part de vos retours. Je vois déjà que certains d'entre vous nous disent bonjour. Bonjour à tous. Également, vous avez un onglet questions dans lequel on vous invite à nous faire part de vos questions. Si on peut y répondre pendant notre présentation, nous le ferons. Sinon, effectivement, ce sera la deuxième partie de la séance où nous répondrons au mieux à tous ces éléments. Voilà, je vous propose qu'on commence. Allons-y. Avec notre petite présentation, si on peut l'afficher. Alors, dans l'équipe, on est 3 gestionnaires paye et notre responsable. Et en termes de DSN, donc, il n'y a eu qu'une seule personne qui a fait tout ce qui est configuration et envoi. Et on envoie par mois entre 1400 et 1500 agents, répartis sur 48 collectivités. Alors pour déclarer au mieux tous les agents en DSN, il faut que le logiciel soit bien configuré. La DSN est le miroir du logiciel. Donc si le logiciel est mal configuré, la DSN est mal faite. Donc il faut absolument que tous les agents soient vraiment bien configurés. Pour bien déclarer tout ce qui est rémunération, prime, donc pareil, la DSN c'est le miroir du bulletin de paye. Donc il faut que tout soit bien intégré dans le bulletin correctement, que les bases soient mises correctement, les montants aussi, et que ça soit mis dans les bonnes structures en termes de structure DSN pour qu'après ça peut remonter facilement. je remets le son. Merci beaucoup, Madame Nolan Machard, de nous avoir permis de passer votre témoignage pour ce club des pilotes. Alors, vous l'avez compris, l'objet de cette réunion, donc, c'est comment bien déclarer les agents. Pourquoi est-ce qu'on s'est permis de pousser cette thématique pour aujourd'hui? Vous êtes tous en train de préparer votre entrée en DSN et il est vraiment capital que vos déclarations soient les plus propres possibles et on souhaitait vous mettre à disposition tous les éléments qui vous permettraient d'être au clair sur comment bien structurer votre DSN et fournir les informations clés de manière à ce que les organismes qui reçoivent en face vos déclarations interprètent correctement les éléments, les replacent correctement sur chacun de vos agents, chacun de leurs contrats, je reviendrai sur ce point juste après, et du coup puissent les interpréter correctement pour ouvrir des droits et allouer des prestations à la bonne hauteur. Peut-être un petit rappel, comme vous le voyez ici affiché dans le petit support qu'on vous présente. La DSN est un ensemble logique qui est structuré de manière à rapporter les informations en fonction de l'employeur, le SIRET concerné, et donc l'agent est décrit avec les informations d'identité qui sont clés, donc il faut qu'elles soient les plus propres possibles, comme le disait effectivement le CDG 45 à l'instant. Et puis, il replace l'ensemble des informations clés qui sont afférentes à la relation entre l'employeur et l'agent. Ce que l'on appelle, notamment dans le droit privé, le contrat, et qui pour le fonctionnaire donc est cette relation. Donc, un contrat de travail qui comporte un certain nombre d'informations. Je laisserai Maud préciser certaines d'entre elles, parce qu'on ne va pas tous les regarder aujourd'hui, bien sûr. Et puis aussi qui est détaillé avec l'ensemble des événements qui peuvent survenir sur ce contrat, à savoir potentiellement des arrêts de travail, des suspensions de contrat et à la fin de la fin du contrat. Voilà, donc c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. On va donc rentrer dans le vif du sujet, Maud, en passant maintenant sur le contrat de travail. Alors, hop.
C'est bon, excusez-moi. Donc effectivement, on va vous donner les principes de base, hein, quelques clés donc pour renseigner la DSN, notamment sur cette fameuse rubrique qui est le cœur de la DSN, qui est la rubrique contrat. Donc la DSN étant mensuelle, tout ce qui est relatif aux quotités de travail est normalement à déclarer sur une base mensuelle. Toutefois, pour les fonctionnaires et contractuels, ce qui nous concerne quand même, pour la plupart d'entre vous aujourd'hui, nous sommes sur des quotités de travail qui sont souvent exprimées en heures hebdomadaires. Et donc, la DSN prévoit cette possibilité. Donc, les quotités de travail sont à déclarer en heures hebdomadaires dès lors que vous avez des agents, des contractuels qui sont déclarés comme tels. On vous passera un exemple ensuite. Là, on décrit les grands principes et puis on a prévu un petit exemple ensuite. Alors, c'est très important de bien déclarer les quotités de travail. On va décliner après les différentes rubriques qui se réfèrent aux quotités de travail, puisque de la quotité de travail déclarée dépend les droits qui sont accordés à vos agents. Donc, c'est pour ça qu'on fait un focus tout particulier sur les modalités de déclaration des quotités de travail. Donc, les rubriques relatives aux quotités de travail sont l'unité de mesure de la quotité de travail. Donc, comme je l'ai dit précédemment, si vous êtes sur un contrat qui est exprimé en heures hebdomadaires, eh bien, on déclare de l'heure hebdomadaire, donc par exemple 35 heures dans la plupart des situations. Ensuite, vous avez la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés. Donc là, c'est la durée de travail légale pour cette catégorie de salariés. Donc, par exemple, j'emploie une secrétaire de mairie, c'est 35 heures sa durée légale. Donc c'est ici, on va renseigner 35 heures. Et ça peut être également aussi une quotité inférieure à 35 heures si on est sur un poste pour lequel la quotité de travail est inférieure. Par exemple, on peut avoir des professeurs, je sais que dans la fonction publique territoriale, des professeurs artistiques, on a eu cette catégorie expliquée, où on est sur une catégorie de 16 ou 20 heures, par exemple. On a enfin la quotité de travail du contrat. Alors là, on est plus par rapport à l'agent. C'est combien l'agent effectue d'heures. Donc, si on est, je reprends l'exemple un peu classique, sur un 35 heures à temps plein, ça va être 35 heures. Si par contre, il effectue moins d'heures parce qu'il est à temps partiel, on renseigne le nombre d'heures effectuées. Donc, c'est dans cette rubrique quotité de travail du contrat. Et enfin, on a la modalité d'exercice du temps de travail. Donc, c'est là où on va renseigner, c'est là où on précise si l'agent effectue un temps plein ou un temps complet. Un temps plein de droit, par exemple, ou un temps partiel de droit, un temps partiel pour garde d'enfants, etc. C'est ici qu'on vient le renseigner. Alors, on fait un petit focus particulier parce qu'il y a des rubriques plus spécifiques, notamment pour la fonction publique territoriale. Donc, il y a la rubrique qui est dédiée à la fonction publique qui s'appelle Nature du poste, la 40053. Et alors, qui doit être renseigné, on renseigne ici si c'est un temps complet ou un temps non complet. Alors, je pense que vous maîtrisez bien ces sujets, mais on le reprécise ici. Un temps complet n'est pas égal à un temps plein. Un temps complet, on a défini un poste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a défini un poste, une secrétaire de direction, on dit que son poste c'est 20 heures parce qu'on ne peut pas faire plus, c'est la durée légale fixée par l'administration. Eh bien, ça peut être un temps complet. Vous voyez ? Et en fait, ici, c'est vraiment le temps défini par l'administration. Ce n'est pas le choix de l'agent ou non. Et le temps non complet, en revanche, c'est un temps si on a un poste qui est inférieur, une durée de poste qui est inférieure à ce qui est prévu par la durée légale. Les temps non complets ou incomplets, c'est vraiment une spécificité de la fonction publique territoriale. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné parce que vous travaillez dans un hôpital ou autre, c'est parfaitement normal. Ensuite, donc ça, on a la quotité de travail de référence de l'entreprise pour la catégorie de salariés dans l'hypothèse d'un temps complet. Donc, cette rubrique est à renseigner uniquement quand on a déclaré précédemment un temps non complet. C'est-à-dire qu'on a déclaré que la durée légale était inférieure dans la 40053, donc nature du poste. Et donc ici, je viens déclarer quelle aurait dû être la durée, quelle est la durée légale. Donc, par exemple, j'ai déclaré un 16 heures et ici, je vais mettre que la durée légale du poste, c'était 20 heures, par exemple. Et enfin, on a le taux de travail à temps partiel qui est également important de renseigner. Donc là, on va renseigner si on est à 50, 80 ou 90%. Je vous propose peut-être de passer à un exemple parce que c'est un peu compliqué à expliquer comme ça toutes ces subtilités, surtout entre temps partiel, temps non complet, etc. Donc, on a pris un exemple qui est assez classique, sachant qu'on a des exemples plus complexes qui sont détaillés dans les fiches consignes. On vous a rappelé le numéro de fiche consigne sur les diapos. Donc, un exemple, mais qui se retrouve dans pas mal de situations, c'est un agent qui est à temps partiel, donc à hauteur de 80%, sur un temps complet,
de 35 heures par semaine. Donc là, comment je déclare cet agent en DSN? Donc l'unité de mesure de la quotité de travail, bah, je suis en heures, donc c'est la valeur 0,10 en DSN heure. La quotité de travail de référence dans l'entreprise pour cette catégorie de salariés, bah, c'est un 35 heures. C'est-à-dire que c'est un poste qui ouvre un 35 heures. La quotité de travail du contrat, là, donc l'agent effectue 28 heures semaine. Les modalités d'exercice du temps de travail, donc on est sur un temps partiel, hein, comme on l'a signalé. La nature du poste, c'est un temps complet. Vous voyez bien la subtilité, c'est-à-dire qu'il fait un temps partiel, mais sur un poste à temps complet. Et donc, on ne renseigne pas la quotité de travail de référence dans l'entreprise pour la catégorie de salariés, dans l'hypothèse d'un temps complet, puisque le temps effectif est complet. Enfin, le temps, l'agent effectue un poste à temps complet, pardon, je vais y arriver. Et le taux de travail à temps partiel, on est sur un 80%. Voilà. Merci Maud. Donc voici les précisions qu'on souhaitait apporter sur la partie renseignement du contrat de travail, donc de la relation, encore une fois, hein, qui lie l'agent avec son employeur. Là, on a fait un focus vraiment sur les quotités parce qu'effectivement, comme le précisait Maud, on peut avoir parfois des petites subtilités qui font qu'on peut se perdre entre les différentes rubriques et on l'a vu avec nos différents employeurs que l'on a accompagnés là, ces derniers temps. Parfois, il y a besoin de repréciser ces éléments. Le reste des éléments qui sont normalement décrits dans ce contrat de travail, dans l'ensemble des rubriques qui constituent sur le contrat de travail, sont des éléments qui sont assez logique vis-à-vis de ce que vous renseignez déjà dans la paye ou dans les parties RH. Donc, on s'est dit qu'on en restait là peut-être pour cette présentation. Bien évidemment, si vous avez d'autres questions, on pourra les évoquer juste après. Maintenant, on va peut-être basculer sur la partie événements qui peuvent survenir au cours de la vie de ce contrat, donc pour un agent. On a vu en parallèle que vous posiez déjà des questions justement sur les arrêts de travail. Donc, on va rentrer sur ce sujet tout de suite. Patience, patience. Voilà, c'est ça. Donc, sur les arrêts de travail, eh bien, effectivement, il y a deux choses pour ces arrêts de travail. La première, c'est que la DSN est un flux mensuel qui est à déclarer tous les mois et qui doit être le plus complet possible. Effectivement, si vous n'avez pas connaissance d'un élément, vous pouvez toujours le déclarer a posteriori dans la déclaration suivante quand vous en prenez effectivement connaissance. Si vous avez aussi par ailleurs commis une erreur dans ce que vous avez pu déclarer parce que il y a eu soit une mauvaise saisie, quelque chose qui était erroné ou une information qui vous avait été transmise erronée, du coup, vous pouvez aussi la corriger, bien sûr, le mois suivant. En tous les cas, la DSN doit être complète. Donc, elle doit refléter l'ensemble des informations dont vous avez à disposition à la fin du mois lorsque vous faites tourner la paye, y compris les arrêts de travail, y compris les suspensions, y compris les fins de contrat, effectivement, que j'évoquais tout à l'heure. C'est à dissocier du principe de signalement d'événements qui, lui, peut survenir au cours du mois et être transmis, effectivement, en cours de mois, de manière à informer les organismes que cet événement est arrivé en cours de route. À aujourd'hui, la fonction publique n'est pas soumise à l'obligation de transmettre de signalement au démarrage. Le démarrage en DSN se fait sur les déclarations mensuelles. Donc, je tenais à préciser peut-être ce point parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des questions qui étaient arrivées en cours de route sur le sujet. Là, on se focalise bien sur le fait de déclarer les arrêts de travail au sein de la mensuelle. Et oui, il y a nécessité d'avoir la complétude des informations, y compris donc le fameux bloc 60 que l'on évoque, donc qui est à déclarer dans la DSN mensuelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les organismes qui reçoivent ces informations ont besoin de cet éclairage pour interpréter les informations que vous allez également leur déclarer en regard dans les éléments de rémunération ou de base assujettie et de cotisation. On va prendre deux exemples vraiment très concrets et comme la Caisse de dépôt est avec nous aujourd'hui, ils pourront effectivement répondre peut-être plus amplement sur certaines de vos questions sur ces sujets. Le premier que vous voyez affiché ici est pour un agent affilié à l'IRCANTEC. Effectivement, dans certains cas d'arrêt de travail, l'IRCANTEC peut attribuer des points gratuits pour la retraite si l'agent a eu plus de 30 jours consécutifs d'arrêt de travail ayant donné lieu à indemnité journalière. Pour qu'il puisse attribuer ces points, il faut que l'IRCANTEC ait connaissance de l'arrêt de travail, du fait qu'il y ait eu plus de 30 jours consécutifs, d'où la nécessité d'avoir effectivement cette période qui est mentionnée quelque part, et en plus d'avoir connaissance du montant de perte d'assiette qui a été subi par l'agent, de manière à pouvoir derrière attribuer à bonne hauteur, quelque part, du coup, les points gratuits. De ce fait, il vous est demandé
de déclarer dans les blocs base assujettis, sous un type spécifique que l'on mentionne ici, le 29, base assujettis, non cotisé, arrêt de travail, du coup, le montant de cette part d'assiette, de manière à ce que l'IRCANTEC puisse retrouver ses petits. Donc, bien un lien quelque part, hein, une cohérence dans la déclaration entre le bloc 60 arrêt de travail et les conséquences qu'il peut avoir sur la partie 78. De même, et là je vais prendre un exemple d'un agent qui est affilié à la CNRACL, eh bien, la CNRACL, elle, a besoin de connaître période par période le taux de rémunération de la situation administrative qui est à appliquer à l'agent pendant son arrêt de travail. Je m'explique, un jour de carence a un taux de rémunération à 0%. Potentiellement, le maintien de salaire peut être à 100%, mais il peut être qu'à 80%. Du coup, la CNRACL a besoin de connaître le nombre de jours pendant la période d'arrêt qui sont concernés par tel ou tel taux de rémunération de la situation administrative. Là encore, vous le voyez, la DSN est un tout cohérent et le fait potentiellement de ne pas mentionner l'arrêt de travail dans le fameux bloc 60 que l'on évoquait au départ peut du coup générer des incompréhensions lors de l'intégration dans les systèmes d'information des récepteurs, des incompréhensions sur ce que vous avez déclaré et du coup, soit générer des droits incomplets ou incohérents, on va dire, soit générer des questions qui vont nécessiter des interlocutions entre les agents dans les caisses et vous-même en tant que déclarant pour expliciter ce qui s'est passé. Alors, on était sur les arrêts de travail. Je vais maintenant basculer sur les suspensions de contrat. Effectivement, alors on va rentrer sur un cas phare des suspensions de contrat juste après, c'est-à-dire les détachements. Oui. Mais en tous les cas, toute suspension de contrat doit être également déclarée dans la DSN, y compris si l'agent a une rémunération à 0, de manière à ce que les organismes qui reçoivent comprennent bien que l'agent est toujours dans les effectifs du SIRET employeur. Alors, certains organismes, typiquement les URSSAF, recalculent les effectifs moyens mensuels et annuels. Donc, il est très important que le salarié continue de figurer, ou l'agent plutôt, continue de figurer au sein de la déclaration de cet employeur et que l'on justifie quelque part potentiellement une rémunération qui serait diminuée d'autant, potentiellement jusqu'à 0, par la présence d'un bloc suspension qui explicite les choses. Et, petite subtilité complémentaire, pour un agent affilié à la CNRACL, il convient là encore de mentionner le taux de rémunération appliqué sur la ou les périodes en fonction du découpage qui peut être opéré. Dès qu'il y a un changement de rémunération pour la CNRACL, il faut générer faut leur envoyer ces informations, donc on leur envoie un taux de rémunération qui correspond à ce changement de situation. Tout à fait, tout à fait. Oh, pardon, excuse-moi. Hop. Oui. Alors maintenant, on bascule sur les fins de contrat. Donc maintenant, effectivement, là on a abordé un peu la vie du contrat, donc notamment ce qui était lié aux arrêts de travail, suspension. Là, on va parler de la fin du contrat. Donc c'est lorsqu'il y a une rupture du contrat ou une fin de contrat pour tout autre motif. Donc il est bien sûr obligatoire de le déclarer également, pour que derrière toutes les cotisations qui sont prélevées ou les droits associés ne soient plus pris en compte. Comme l'a dit Fleur tout à l'heure, c'est aussi la fin du contrat peut être déclarée via un signalement, mais pour la fonction publique, ce n'est pas encore le cas cette année. Donc, la fin du contrat sera déclarée dans la DSN mensuelle, même si cette fin de contrat a eu lieu le 6 du mois. Voilà. Ah oui, excusez-moi, j'avais pas vu. Alors ensuite, ce n'est pas une fin de contrat en tant que telle, c'est un cas vraiment particulier, mais qui concerne nombre de fonctionnaires, c'est comment gérer en DSN la question des détachements. Donc ce qu'il faut déjà retenir comme principe clé, c'est que dès lors qu'il y a un détachement, ni l'établissement, on va dire, ou la fonction publique d'origine, ni celle d'accueil ne peut s'exonérer de déclaration de cet agent. En effet, les deux établissements doivent déclarer l'agent. L'établissement d'origine va déclarer l'agent. Alors, est-ce qu'on peut passer directement à la diapo suivante? Ah, je peux le faire moi aussi, pardon. Donc, l'établissement d'origine va déclarer l'agent avec la valeur sur sa nomination dans la fonction publique. Donc là, la nature du contrat, l'établissement d'origine déclare toujours la nomination de l'agent dans la fonction publique et va également déclarer, comme l'a dit Fleur tout à l'heure, un bloc suspension du contrat avec une nature détachement. Alors là, on précise ici si c'est un détachement qui ouvre droit à pension ou pas.
parce qu'après, on verra que pour les cotisations associées, il y a des modalités déclaratives différentes. Pour l'établissement d'accueil, donc dans lequel l'agent est en détachement, l'établissement d'accueil déclare une nature du contrat renseignée avec la valeur détachement, et là également, il rappelle si c'est un détachement qui ouvre droit à pension ou pas. Et déclare également le type de détachement. Donc, par exemple, ça peut être type de détachement dans la fonction publique territoriale ou type de détachement pour la fonction publique d'État. Voilà, pour ce qui est des cotisations. Donc, si c'est pour la fonction publique d'État, les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Pour la fonction publique hospitalière et territoriale, les cotisations sont à déclarer par l'établissement d'accueil si le détachement ouvre droit à pension. S'il n'ouvre pas droit à pension, c'est l'établissement d'origine qui va effectuer la déclaration de ces cotisations. Voilà pour le détachement, et on termine avec une autre situation qui peut également se produire, qui est la mutation. Alors la mutation, c'est pareil, ce n'est pas une fin de contrat, une rupture avec l'organisme d'origine. Du coup, il y a des modalités déclaratives particulières. Donc le nouvel établissement qui prend en charge l'individu déclare un bloc changement de contrat avec le SIRET de l'ancien établissement au sein duquel l'agent était affecté auparavant. Et l'établissement d'origine du salarié renseigne par contre, lui, un bloc fin de contrat uniquement lorsqu'on est dans une mutation inter-sirène. C'est-à-dire que si on reste au sein d'un même sirène, on ne déclare pas cette fin de contrat avec un motif mutation. En revanche, si on est en inter-sirène, c'est-à-dire si on change complètement d'entité, il conviendra pour l'établissement d'origine de déclarer cette fin de contrat avec le motif de la rupture du contrat qui est le motif 100. Sans mutation au sein d'un même groupe. Voilà. Donc c'est vraiment particulier. C'est vraiment dès lors qu'on change complètement de groupe, qu'on change de sirène, qu'on déclare cette fin de contrat. On a fini avec cette présentation sur les grands principes. Alors je vois déjà qu'il y a pas mal de questions sur l'onglet questions. Alors je crois qu'il y a des questions qui ont été répondues notamment par la Caisse des dépôts. Qui en reste ? Alors, sur les événementiels, je vois qu'il y a encore une petite question peut-être. Alors, celle que je vois à laquelle on n'a pas encore répondu, c'est à partir de quelle date la DSN événementielle est-elle obligatoire pour la fonction publique territoriale ? À aujourd'hui, on n'a pas de date précise qui a été fixée par décret. Je pense qu'elle le sera prochainement parce qu'on travaille dessus. Alors, effectivement, il y a pas mal d'urgences réglementaires actuelles qui font que ça a été un petit peu repoussé. L'idée, c'est que du coup, les décrets qui précisent l'entrée en DSN mensuel est très clair sur les différents. On pourra vous remettre les liens vers Légifrance. Mais dans l'absolu, sur la partie événementielle, ce ne sera pas à partir de 2022 que ce sera obligatoire, mais vraisemblablement un an après. Dans tous les cas, les textes feront foi lorsqu'ils seront effectivement publiés. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu ? Sur les 3 SIRET. Alors, nous avons 3 SIRET. Dans l'ensemble, des agents sont depuis des années rattachés à un seul SIRET. Peut-on continuer à fonctionner ainsi? Et comment faire pour ne plus avoir de messages d'erreur de l'URSSAF? Vous n'avez aucun agent rattaché sur les 2 autres SIRET. Alors, normalement, les déclarations continuent à être attachées, enfin, en tout cas, les agents continuent à être attachés à la même maille déclarative que précédemment, entre la DUX et la DSN. Là, du coup, ça veut dire mais peut-être que là, vous avez changé de maille déclarative dans le passage entre la DUX et la DSN. Oui, je pense que c'est. Ce serait intéressant de savoir comment vous faisiez avant. Peut-être que du coup, on pourrait prendre votre question et vous laisser. Alors, on va vous inviter à donner. Inviter à monter sur scène de manière à pouvoir peut-être expliciter votre question ou votre cas. Sur scène, mais je crois que c'est la personne qui doit. Non, il se prépare. Ah, vous l'avez invité? Ok, parfait.
Vous pouvez choisir d'ouvrir ou de ne pas ouvrir votre caméra, c'est à votre choix. Sachez que ensuite tous les éléments sont enregistrés et seront mis à disposition en replay. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Merci. Donc, mais merci déjà d'organiser ce webinaire et puis de répondre à nos questions. Donc nous sommes entrés en phase pilote il y a quelques mois déjà. Et en fait, on fonctionnait déjà avec... en fait, on a trois organismes avec 3 SIRET différents. En fait, on est un département. Donc nous avons l'organisme principal, un centre départemental de l'enfance et de la famille et un laboratoire. D'accord. Voilà. Et jusqu'à présent, pour l'URSSAF, nous avions pris la décision de ne déclarer les agents que sous un seul SIRET. Et donc là, avec le passage à la DSN, du coup, nous faisons systématiquement 3 dépôts donc pour chacun des SIRET. Et donc, ça nous a posé un souci puisque, en fait, tous nos agents sont sur le SIRET principal et les retours que l'on a actuellement de l'URSSAF, notamment, c'est de nous dire, eh ben, vous n'avez aucun agent rattaché, ce qui n'est pas anormal en soi, puisque on sait que tous nos agents sont sur un seul SIRET, mais est-ce que c'est un fonctionnement qui peut perdurer ou est-ce qu'on doit rattacher tous nos agents correctement sur chacun des SIRET dorénavant? Le sujet de la maille déclarative. Ouais, le SIRET, c'est quand même... Ça, Sur le fait de rattacher au bon SIRET, l'idée c'est de... Normalement, il ne doit pas y avoir de rupture déclarative quelque part entre l'affectation de vos agents par SIRET, ce qui se faisait auparavant, avant la DSN, et c'est ce qui se fait maintenant en DSN. De ce que j'entends, vous déposez 3 déclarations, une avec tous vos agents et 2 autres vides, quelque part. Ben oui, c'est ça. Donc, soit auparavant, vous aviez 3 DUCS différentes avec effectivement des cotisations et donc des effectifs sur chacune des DUCS, et la cause, du coup, les URSSAF ne retrouvent pas quelque part leurs petits par rapport à ce qui se faisait au préalable. Non, c'est pas ça. En fait, on faisait, auparavant, on faisait une seule déclaration avec l'ensemble des agents. Point. Donc, et lorsque vous êtes vous êtes rapproché de votre URSSAF de référence, ou de vos URSSAF de référence, est-ce qu'ils vous ont préconisé de faire 3 déclarations ou une seule? Ben, c'est bien la difficulté. C'est que je vous pose la question aujourd'hui parce qu'en fait, l'URSSAF... En fait, le sujet de la maille déclarative est étroitement lié en fait aux droits que l'on va affecter derrière et donc aux cotisations. C'est ça, exactement, aux cotisations et aux comptes cotisants qu'ils ont ouverts derrière côté URSSAF. Donc, et à la notion de responsabilité en fait entre le SIRET et les agents qui sont employés. Donc, si effectivement vos URSSAF de référence ou votre URSSAF de référence requiert d'avoir pour chacun des SIRET les effectifs qui sont correctement affectés et donc d'avoir 3 déclarations qui représentent bien effectivement la masse salariale pour chacun des SIRET, à ce moment-là, effectivement, il y a lieu de faire 3 DSN avec la répartition des effectifs. S'ils vous disent qu'une seule déclaration sur la base du SIRET principal peut suffire du moment que vous rattachez bien après dans le contrat de travail, chaque agent a un SIRET lieu de travail peut-être différent si effectivement ils sont rattachés à un SIRET lieu de travail. À ce moment-là, normalement, vous m'entendez, ça devrait être... D'accord. Donc, en fait, si j'entends bien ce que vous me dites, on pourrait continuer à conserver notre fonctionnement précédent. En fait, notre souci, c'est un souci de paramétrage. Il faut le vérifier avec votre URSSAF de référence. Ouais. C'est aussi un sujet de compte URSSAF en face, en fait. Ouais. Ça peut être plus clair, si c'est clair comme terminologie, mais c'est aussi un sujet pour eux de recouvrement et de s'assurer que les comptes sont correctement alimentés. Parce que ce qu'on voit le plus, c'est souvent, enfin, pour reprendre votre exemple, ce serait une déclaration des personnels sous chaque SIRET. Par contre, tout ce qui est versement des cotisations, c'est sous un seul SIRET. Et là, on peut le faire. On peut dire qu'un SIRET paye pour le compte de faire une DSN. Et c'est souvent le cas qu'on rencontre. Après, effectivement, comme le dit Fleur, il faut vraiment valider avec votre charge de référence. C'est le cas qu'on rencontre le plus souvent. On déclare pour chaque SIRET. Par contre, tout ce qui est relatif au versement des cotisations, c'est un seul SIRET qui porte et qui déclare pour le compte de.
D'accord, oui, donc ça serait plutôt ça qu'on souhaiterait faire Donc ça, c'est éventuellement. possible. Ça, en norme, c'est possible parce que dans les cotisations, on peut indiquer qu'il y a ce qu'on appelle un siret de payeur Oui, c'est ça. qui paye Ouais. pour le compte des autres. En fait, ce qui aurait fallu, c'est que la DSN monte au niveau du sirène et pas du sirette, en fait. Parce que là, du coup, on avait dans notre sirène, qui est le niveau au-dessus du sirette, on avait tous les agents. Là, le fait d'avoir tout éclaté par sirette, c'est compliqué. Parce qu'en fait, des sirettes, on a un sirette par site et on a 90 sites. Donc, potentiellement 90 sirettes, mais on ne va pas déclarer tous les C'est agents qui sont c'est en pour ça qu'on vous proposait aussi l'autre solution et c'est pour ça qu'il faut bien vérifier la maille déclarative qui est acceptée par vos URSSAF de référence. Dans votre cas, par exemple, pour 80 établissements, il y a sans doute plusieurs URSSAF impactés, de vérifier que potentiellement, il vous est possible de ne faire une DSN sur un SIRET principal qui regroupe du coup plusieurs SIRET. Mais est-ce que pour eux, en termes de responsabilité et donc d'affectation sur les comptes, est-ce que c'est correct et D'accord, mais merci beaucoup. de rien. N'hésitez pas par la suite à nous renvoyer un petit message. Je suppose que vu que vous êtes pilote, vous connaissez bien l'équipe déploiement. Si jamais il y a besoin d'avoir plus de compléments sur une mail déclarative, on se tient à votre disposition. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Je vois qu'il y a encore une ou deux petites questions qui sont arrivées. On arrive presque au terme du temps imparti. On va en prendre une dernière. En parallèle, sachez qu'on va lancer un petit sondage de satisfaction dans l'onglet à droite intitulé sondage. C'est très rapide, hein, juste pour voir si vous avez besoin justement d'informations complémentaires. Quelqu'un pourra reprendre contact avec vous après ce webinaire. Alors, pour prendre quelques dernières questions. Je vois celle qui est en lien avec la DNAC et donc les événements fin de contrat. Ça rejoint un petit peu alors, le point que j'ai fait un petit peu long tout à l'heure sur les arrêts de travail. On doit mentionner les fins de contrat dans la DSN mensuelle. Les signalements fin de contrat, eux, ne sont pas obligatoires donc non plus au démarrage de la DSN, mais ils le seront, ils le deviendront, pareil, ce sera précisé par votre décret. Donc, comment déclarer à aujourd'hui les DNAC que vous faisiez? Elles vont perdurer encore quelques temps, le temps de pouvoir, pour vous, déposer les premières DSN qui constitueront suffisamment d'informations dans les bases des organismes pour pouvoir après, derrière, récupérer l'historique nécessaire. Je m'explique, la DNAC aujourd'hui est sur 12, et peut-être avec la réforme assurance chômage, bien plus, mais en tout cas, à minima, 12 mois. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'à minima, vous ayez déposé 12 DSN mensuelles pour que la Pôle emploi puisse demain recevoir des informations qui regroupent et concatènent des informations sur un historique de 12 mois. Voilà. On a une dernière question sur les fractions. Donc, lorsqu'une partie des agents est gérée par un organisme et une autre partie par un autre organisme, il faut fractionner les dépôts. Est-ce vous, donc vous, j'imagine que c'est le J, qui déterminez les numéros de fractionnement pour chaque organisme. Donc déjà, il faut s'assurer que la déclaration est fractionnable, c'est-à-dire qu'il respecte les règles des fractions. Et si c'est le cas, en fait, c'est vous qui déterminez les numéros de fraction. Ce qu'il faut juste, c'est respecter l'enchaînement pour pas qu'il y ait un contrôle qui vous dise il vous manque une fraction ou c'est incohérent. Mais c'est vous, à partir de là, qui déterminez que c'est l'organisme, c'est 1 sur 2, et l'organisme B, par exemple, c'est 2 sur 2. Ça, je compléterai même peut-être un point parce que c'est une différence par rapport à Passero que vous pratiquez tous les jours. Ouais. C'est que le dénominateur en DSN est crucial. Dans ce que vous mentionnez, par exemple, vous êtes sur des fractions en 1 sur 2 ou 2 sur 2. Et effectivement, le 2 va être bloquant si vous voulez déposer une troisième fraction en DSN. Donc, il faut qu'a priori, vous soyez bien sûr du nombre de fractions que vous voulez déposer et ensuite que vous déposiez les fractions progressivement en fonction de votre rythme de paye, mais du coup dans la limite du dénominateur que vous avez positionné. Donc si vous annoncez 1 sur 5, vous ne pourrez pas aller au-delà de 5 fractions en DSN. Vous pourrez annuler et remplacer avant l'échéance vos déclarations de manière à dire finalement c'était 1 sur 6 et donc du coup derrière vous pourrez déposer 2 sur 6, 3 sur 6, etc. C'est très important aussi par rapport au Passero, j'insiste, de faire attention à ce point qui peut vous être bloquant si vous avez déposé 1 sur 2 et que juste avant l'échéance, vous vous rendez compte que vous voulez déposer une troisième fraction, il sera trop tard. Je vous indique le numéro de la fiche consigne. Voilà, comme ça vous l'aurez. Voilà. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de cette session.
Nous vous remercions d'y avoir assisté, d'avoir posé vos questions. Sachez qu'il existe une base de connaissances toujours à votre disposition. Vous Ah oui, on pouvez vous a aller rappelé les liens, chercher voilà, vos informations. Et nous vous souhaitons une agréable journée. Et sachez que tous ces éléments seront en replay sur notre chaîne YouTube du JIP MDS. Au revoir. Bonne journée.